Le 14 octobre 1956, 23h47, un appartement exigu au cinquième étage d'un immeuble stalinien délabré dans le quartier ouvrier de Taganka à Moscou. L'odeur de choux bouillis et de tabac bon marché imprègne l'air stagnant, tandis que le tic-tac obsédant d'une horloge murale égrène les secondes comme des gouttes d'eau dans une cellule d'isolement. Dans la pièce principale, éclairée par une unique ampoule nue qui bourdonne faiblement au-dessus de la table de formica ébréchée, un adolescent de 15 ans, Ivan Petrovitch Sokolov, est assis immobile sur un tabouret branlant, les yeux rivés sur le poste de radio familial, enveloppé dans un châle usé pour étouffer ses murmures interdits. Ses parents, Alexei et Nadia, se penchent en silence vers l'appareil, leurs visages creusés par des années de veille clandestine, le souffle retenu comme si chaque inspiration pouvait trahir la pièce entière aux micros invisibles du KGB, qui, ils le savent, rôdent dans les murs mêmes de l'immeuble. Dehors, le vent d'automne fouette les vitres fendillées, portant l'écho lointain d'un tramway qui grince sur ses rails. Et Ivan sent son cœur cogner contre ses côtes, un rythme discordant avec le bourdonnement électrique qui envahit la pièce. Mélange de peur viscérale et de loyauté fanatique apprise à l'école des pionniers. Tu hésites à lever les yeux vers eux, Ivan, sachant que le moindre craquement de ta chaise pourrait briser le fragile cocon de cette nuit volée à la surveillance omniprésente. Tes doigts, crispés sur le bord de la table, laissent des marques humides de sueur sur le bois verni à la va-vite. Alexei, ton père, un ingénieur aux usines ZIS, dont les mains calleuses trahissent des nuits passées à assembler des pièces pour des tanks T-34, ajuste le bouton de tuning avec une précision chirurgicale. Et soudain, la voix rauque de Voice of America perce le silence, diffusant en russe haché des nouvelles sur les soulèvements en Pologne, sur les chars soviétiques qui roulent vers Budapest pour écraser la rébellion. Nadia, ta mère, une infirmière au visage marqué par les privations de l'après-guerre, pose une main tremblante sur l'épaule d'Alexei, ses lèvres murmurant un « chut » inaudible. Mais ses yeux, brillant d'une lueur de défi désespéré, balayèrent la pièce comme pour conjurer les ombres du comité d'État à la sécurité qui, ils en sont convaincus, ont déjà tendu leur filet. Ivan, toi, tu sens la bile remonter dans ta gorge, car à l'école aujourd'hui même, le camarade directeur a rappelé le serment des jeunes pionniers. Toujours prêt à dénoncer les ennemis du peuple, et ces mots résonnent maintenant comme un marteau-pilon dans ton crâne, écrasant le doute naissant face à ces traîtres qui osent écouter l'Occident impérialiste sous ton propre toit. Les minutes s'étirent en une éternité suffocante, le filtre de la cigarette d'Alexei se consumant jusqu'à brûler ses doigts sans qu'il y prenne garde. La cendre tombant en flocons gris sur le tapis élimé qui absorbe tous les secrets de la famille. Le poste crachote des interférences, des sifflements stridents comme des ondes de décodage ratées, et Nadia chuchote enfin, d'une voix qui semble venir des abysses. Il mente, à l'usine, sur les chiffres de production. Khrouchtchev prépare quelque chose, mais pas la liberté qu'il promet. Alexei hoche la tête, ses yeux injectés de sang fixés sur la fenêtre où la lumière jaunâtre d'un réverbère filtre à travers les rideaux tirés à demi, projetant des ombres longues comme des silhouettes de miliciens en civil. Ivan, tu respires à peine. Ton esprit déchiré entre l'amour filial qui te noue les entrailles et l'endoctrinement implacable des cellules du Komsomol, où hier soir encore, sous les néons clignotants de la maison des pionniers, le secrétaire t'a fait répéter 100 fois « La délation est un devoir patriotique, camarade Sokolov, car un traître dans la famille vaut 1000 ennemis à la frontière. » Le tic-tac de l'horloge s'amplifie, un compte à rebours invisible, et dehors, dans l'escalier communal, un pas hésitant retentit. Est-ce le voisin ivrogne ou un agent du SMERSH recyclé dans les rangs du KGB, testant les serrures une à une? Le lendemain matin, 7h22, la cuisine glaciale de l'appartement où la bouilloire siffle sur le primus
comme un signal d'alarme étouffé, Ivan enfile son uniforme des pionniers, le foulard rouge noué serré autour du cou comme une garrotte symbolique, tandis que Nadia verse du thé noir dans des verres tulipes ébréchés, ses mains tremblant légèrement au souvenir de la nuit. Alexei a déjà quitté les lieux pour l'usine, emportant dans sa musette un microfilm dissimulé dans une ampoule électrique creuse. Un message codé pour un contact occidental via un dead drop dans le parc Gorky. Mais Ivan l'ignore encore, se contentant de fixer le mur nu où une photo jaunie de Staline trône toujours, malgré les murmures de déstalinisation qui circulent dans les couloirs sombres des usines. Tu sens le poids de la nuit sur tes épaules, Ivan, chaque cuillerée de cacha avalée comme une bouchée de culpabilité, et quand Nadia te dit d'une voix feutrée « Sois fier aujourd'hui à l'école, mon fils », tu détournes le regard vers la fenêtre où la brume matinale enveloppe les toits enneigés précoces, imaginant les antennes des écoutes radio du KGB dressées sur les immeubles voisins, captant chaque souffle dissident. L'escalier descendu en silence, tes pas résonnant sur le béton fissuré comme des coups de feu dans un silence de veille, et au rez-de-chaussée, la concierge, une vieille aux yeux perçants affiliée aux informateurs locaux, te salue d'un hochement de tête trop appuyé. « Bonne journée, petit pionnier. Souviens-toi de tes devoirs. » À l'école numéro 47, 8h15, sous les plafonds bas et moisis de l'établissement taganskien, la classe 9B est alignée pour l'appel quotidien. Les voix enfantines scandant l'hymne des pionniers, tandis que le portrait de Lénine, taché de nicotine, surveille depuis le mur. Ivan, tu es au 3e rang, le cœur battant la chamade. Et quand le professeur d'idéologie, un ancien officier du NKVD aux lunettes cerclées d'acier, projette un film en 16 mm sur les traîtres cosmopolites. Ces juifs et intellectuels liquidés en 1953, tes pensées dérivent vers la radio de la nuit, vers ces mots étrangers qui ont pollué l'air familial. La pellicule grésille. Des images floues de camps de travail au goulag, où des silhouettes anonymes creusent leur propre tombe, et le professeur tonne « Camarades, l'ennemi est partout, même au sein de votre foyer. La délation n'est pas une trahison, c'est le salut de la patrie. » Tes camarades hochent la tête en cadence, mais toi, Ivan, tu sens une sueur froide couler le long de ton échine, le banc dur sous tes cuisses devenant un instrument de torture lente, chaque minute d'idéologie martelée comme un clou dans le cercueil de tes doutes. La pause arrive enfin, 10h03, dans la cour grise où le vent charrie des feuilles mortes, et ton meilleur ami, Piotr, fils d'un colonel du KGB, te glisse à l'oreille. « J'ai entendu mon père parler d'un réseau à Taganka, des ingénieurs qui écoutent la BBC. Tu sais quelque chose ?» Tu secoues la tête, mais les mots du professeur résonnent. Devoir patriotique. Les jours suivants s'étirent en une spirale de paranoïa étouffante, chaque routine quotidienne alourdie par le soupçon invisible. Le 16 octobre, 18h42, de retour de l'usine, Alexei dépose discrètement une enveloppe cirée dans une fissure du banc du parc Gorky. Un dead drop pour un agent CIA opérant sous couverture diplomatique à l'ambassade américaine. Ses yeux scrutant les passants emmitouflés dans leur pardessus, guettant le moindre regard trop prolongé, le pas trop mesuré d'un filateur du KGB. Chez eux, Nadia trie les courses du marché kolkhozien, ses doigts effleurant un billet codé glissé par un contact. Opération Echo, extraction prévue novembre, mais Ivan, rentrant de la réunion Komsomol, où l'on a visionné des témoignages de fils modèles ayant dénoncé leur père trotskiste, surprend un échange de regards entre ses parents. Un silence trop chargé qui hurle la trahison. Tu t'assois à la table, Ivan, la soupe aux pommes de terre refroidissant dans ton bol, et le bourdonnement de la lampe au-dessus de toi semble amplifier les battements de ton pouls, chaque cuillerée un pas vers l'abîme. Dehors, la sirène d'usine hurle la fin de journée.
Un cri primal qui masque les ronronnements des camionnettes BVD, les brigades volantes de dénonciation, sillonnant les rues. La nuit du 19 octobre, 2h17, l'appartement est plongé dans un noir d'encre seulement percé par le lueur verdâtre du cadran du radio-réveil. Et Ivan, tourmenté par des rêves de purge où il parade en héros devant Khrouchtchev, se lève pour boire, ses pieds nus claquant sur le linoléum froid. Il entend les murmures étouffés de la chambre parentale. Alexei chuchote des coordonnées pour un safe house près de la frontière finlandaise. Nadia répond d'une voix brisée. Et Ivan, il est pur, il nous suivra. Mais pur? Le mot te transperce comme un fil de fer barbelé, Ivan, car les leçons du Komsomol t'ont forgé en instrument de l'État. Et maintenant, allongé dans ton lit étroit, tu fixes le plafond craquelé où des taches d'humidité dessinent des cartes d'interrogatoire, imaginant les cellules de la Loubianka avec leurs ampoules nues et leurs chaises boulonnées au sol. Le lendemain, 20 octobre, à la Maison des Pionniers, sous les bannières rouges flottant dans l'air vicié de tabac des adultes, le secrétaire du Komsomol te convoque dans son bureau, au mur tapissé de portraits de Beria. « Sokolov, as-tu des informations sur des écoutes radio illégales? Ton père travaille au ZIS, n'est-ce pas ?» Tu bafouilles, la gorge sèche comme du sable du Karaganda, et quand il te tend une cigarette, une Bellomore Canal rude qui te brûle les poumons, le filtre se consume lentement, tandis que tu sens le piège se refermer. Le tic-tac de sa montre de gousset, un compte à rebours personnel. La pression monte inexorablement. Chaque instant, une extension de la surveillance mutuelle qui ronge la famille de l'intérieur. Le 22 octobre, supermarché central de Taganka, 16h55, Nadia fait la queue interminable pour du pain rationné, ses yeux évitant ceux de la milicienne qui note les achats suspects. Un microfilm cousu dans l'ourlet de sa jupe, prêt à être livré. Ivan, te suivant à distance comme ordonné par le secrétaire, observe depuis l'ombre d'un porche, le froid automnal mordant tes joues, et quand elle récupère un paquet de sucre, signale pour un contact. Ton estomac se noue, la file d'attente s'étirant comme une chaîne de détenus au goulag. Rentré à la maison, dîner silencieux sous le portrait de Lénine qui semble te juger, Alexei tousse nerveusement, sa main effleurant un carnet de notes codé en sténographie du NKVD qu'il a appris jadis pour trahir. Ironie du sort. Tu mâches mécaniquement, Ivan, le pain rassis collant à ton palais, et le silence s'alourdit, ponctué seulement par le goutte à goutte du robinet de la cuisine. Chaque seconde une opportunité manquée pour la confession ou la fuite. Le 25 octobre, 21h33, réunion extraordinaire du Komsomol au Palais des Sports, Ivan est choisi pour lire un rapport sur la vigilance antifasciste. Sa voix chevrotante résonnant dans l'immense salle au néon bourdonnant, des centaines d'yeux braqués sur lui, comme des lentilles d'appareils photo du GRU. Les ennemis du peuple se cachent parmi nous, camarades, même ceux qui nous ont donné la vie, déclames-tu, et le tonnerre d'applaudissements te submerge. Mais au fond de toi, les visages de tes parents flottent comme des spectres. Leur secret, un poison lent. De retour tard, l'escalier de l'immeuble semble infini. Chaque marche, un écho amplifié par la peur des micros planqués dans les gaines électriques. Et à la porte, tu hésites, la clé tremblant dans la serrure, sachant que derrière, la radio murmure à nouveau ses mensonges occidentaux. Nadia t'accueille d'un baiser froid, Alexei feint de lire Pravda, mais leurs yeux trahissent la nuit blanche à venir. La fracture devient irréparable le 28 octobre, 1h04, quand Ivan, incapable de dormir, surprend Alexei en train de coder un message sur son typewriter antique. Clac, 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 dans le silence nocturne, les touches frappant comme des coups de matraque. Un télégramme chiffré pour MI6 via un opérateur radio pirate. Phénix prêt. Extraction famille. Rendez-vous pont Kiev. Nadia monte la garde à la fenêtre,
scrutant la rue déserte où une Volga noire stationne. Phares éteints, ses occupants fumant des cigarettes dont les braises luisent comme des yeux de prédateurs. Tu te figes dans l'embrasure, Ivan, le monde se rétrécissant à ce cliquetis infernal, et l'endoctrinement explose en toi comme une grenade à fragmentation. Les slogans, les films, les confessions publiques des repentis à la radio d'État. Sans un mot, tu recules dans ta chambre, mais le poison est inoculé. Le lendemain, 29 octobre, 9h12, bureau du secrétaire du Komsomol, tu t'assois face à la table massive, la fumée de sa pipe bélomorcanale emplissant la pièce d'un nuage opaque, et d'une voix monocorde, tu déballes tout. Les nuits radio, les dead drops, les plans d'exfiltration. Il hoche la tête, sans surprise, le téléphone déjà en main pour alerter le quartier général du KGB à la Loubianka. L'arrestation survient le 30 octobre, 4h27. Un martèlement brutal à la porte qui fait trembler les murs, les bottes des agents du KGB claquant dans l'escalier comme un peloton d'exécution. Ivan, tu es tiré du sommeil par les cris de Nadia. « Non, pas les enfants !» Tandis qu'Alexei est plaqué au sol, menottes au poignet, son visage écrasé contre le linoléum souillé. Les agents, visages masqués par des casquettes sombres, fouillent méthodiquement. Radio brisée, microfilm saisi dans les ampoules, carnet déchiffré en minutes grâce à des tables de code volées à la CIA. Tu restes figé dans un coin, Ivan, les yeux écarquillés sur ce chaos inévitable, le bourdonnement de l'ampoule unique amplifiant le silence qui suit les hurlements, quand Nadia, traînée vers la Volga garée en double file, te lance un regard brisé. « Pourquoi, mon fils ?» Mais les mots du Komsomol résonnent, héros du peuple. La porte claque. L'immeuble replonge dans le silence, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge. Et toi, seul maintenant, tu sens le vide s'installer. Une cellule personnelle plus froide que la Loubianka. Les interrogatoires s'étendent sur des jours interminables. D'abord pour les parents à la Loubianka, où les ampoules aveuglantes bourdonnent sans relâche, les chaises inconfortables boulonnées fixant les corps en position de vulnérabilité. Alexei face à un colonel au regard de serpent qui déroule l'épreuve. Wiretaps des lignes téléphoniques depuis des mois, photos granulées des dead drops, confessions croisées d'informateurs. Ton fils t'a livré, ingénieur Sokolov, un vrai patriote, ricane l'officier, et Alexei s'effondre intérieurement. Le silence entre deux questions s'étirant comme des heures, la cigarette offerte refusée, car empoisonnée de trahison filiale. Nadia, dans une cellule adjacente, entend les échos, hurlements étouffés, typewriter cliquetant des procès-verbaux, et son esprit se fracture sur l'image d'Ivan, endoctriné en machine à dénoncer. Pour toi, Ivan, le 31 octobre, convocation au bureau du KGB local. Une pièce au mur verdâtre, où l'odeur de sueur rance et de thé froid imprègne l'air. Le major te félicite d'une médaille des pionniers d'honneur épinglée sur ta chemise, mais ses yeux sondent. Peux-tu confirmer les détails, camarade? Tu parles pendant des heures, le filtre de ta cigarette se consumant jusqu'aux lèvres, chaque mot un clou dans le cercueil familial, le tic-tac de la pendule murale mesurant l'effondrement. Les semaines suivantes, novembre 1956, l'immeuble de Taganka devient un tombeau hanté. Voisins évitant Ivan dans l'escalier, chuchotement dans les coursives sur le petit Staline qui a vendu ses propres sangs, et lui, assigné à un foyer Komsomol où les nuits sont rythmées par les ronflements collectifs et les cauchemars de portes qui s'ouvrent sur le vide. Les parents disparaissent dans les camps de Kolyma, peine de 25 ans pour trahison, leurs lettres censurées ne parvenant jamais, seulement des rumeurs de radio statique. Suicide, exécution sommaire. Ivan, promu modèle national dans les meetings, sent pourtant la paranoïa l'envahir à son tour. Est-ce un filateur dans le bus 47 ?
Un appel téléphonique anonyme à 3 heures du matin, silence lourd à l'autre bout. La concierge, jadis complice passive, le fixe maintenant avec haine, murmurant « Judas » dans son dos. Les années s'étirent. Le mur de Berlin monte en 1961 comme un écho de cette fracture. Mais pour Ivan, adulte usé en 1970, assis dans un bureau du KGB à recopier des wiretaps, le bourdonnement des néons et le tic-tac des horloges ravivent le fantôme. La nuit de la radio, le marteau de la délation. La famille détruite n'est plus qu'un silence éternel, un dead drop vide dans les neiges de Moscou, où chaque flocon efface un peu plus l'humanité perdue. Et toi, Ivan, hésitant toujours avant de répondre à un knock, sachant que le silence est le plus grand des espions. Dans la Berdu, acte 2. Le dégel pourri. 1985, Moscou sous Gorbatchev. Perestroïka murmuré comme un vent tiède sur la place rouge. Mais pour toi, Ivan, colonel émérite au cœur du Loubianka, les murs suintent encore la moisissure des purges. Ton bureau, un aquarium de béton gris, bourdonne de magnétophones qui crachent des confessions étouffées. Dissidents samizdat, juifs refusniks, arméniens enragés après Spitak. Tu signes les ordres d'expulsion d'une main qui tremble, tes lunettes cerclées d'or reflétant les écrans CRT où défilent des noms. Est-ce le tien, tapi dans l'ombre d'un fichier oublié? La nuit, dans ton appartement de fonction à la périphérie, ta femme, Olga, une veuve de guerre recyclée en dactylo, prépare le bortsch en silence, ses yeux fuyant les tiens depuis que le Pravda a publié, en caractères gras, les révélations sur les abus staliniennes. Elle sait. Les voisins savent. Ton fils, Pavel, adolescent aux cheveux teints en punk occidental, claque la porte pour des meetings underground. Cassette de Dylan planquée sous son matelas. Un matin de mars, convocation au 9e étage. Le général, moustache jaunie par la nicotine, te tend un dossier jauni, cachet brisé. Colima, 1957. Dénonciation numéro 47-12. Tes mots d'enfant, retranscrits mot pour mot, accusent tes parents de trotskisme, de radio clandestine. Camarade Ivanov, dit-il d'une voix rauque. Le secrétaire général veut de la transparence. Raconte. Tu bafouilles, la gorge nouée par un café amer, tandis que dehors, la neige fond en flaques sales, emportant les secrets vers la Moskva. Ce soir-là, appel anonyme. Une voix de femme, chevrotante. Ivanouchka, c'est ta sœur Lyubov. Papa est mort en 62, balle dans la nuque, pour tentative d'évasion. Maman, vivante, à Magadan, 78 ans, amnésique des camps. Viens, avant qu'il soit trop tard. Clic. Silence. Tu voles un billet pour Vladivostok. Prétextant inspection, le train transsibérien te berçant 7 jours de fièvre. Forêt de taïga défilant comme des barreaux. Rêves où ton père te tend une radio allumée, statique hurlant « Traître ». Magadan, fin du monde. Baraquement rouillé sous un ciel de plomb. L'odeur de poisson pourri et de permagel. Tu la trouves dans une isba collective, silhouette voûtée tricotant des chaussettes pour des marins ivrognes. Maman? Tes lèvres remuent, sans son. Elle lève des yeux laiteux, vides. Qui? Le petit Iva, parti avec les anges. Un coup de poignard. Elle fouille dans un tiroir, extirpe une photo jaunie. Toi, 12 ans, médaille épinglée, sourire forcé devant le major. Le diable t'a pris, dit-elle en crachant. Judas des neiges. Tu fuis dans la tourmente, avion pour Moscou, où Pavel t'attend avec un regard d'acier. Père, tes archives. On les a trouvées au marché noir. Tu as tué ta famille. Et maintenant, moi? 1991, putsch raté, tank sur la Sadovoï, drapeau rouge qui tombe comme un suaire. Tu recopies frénétiquement des écoutes. Eltsine gronde à la Maison-Blanche. Mais la porte s'ouvre sur des miliciens casqués. Ivan Petrovitch Ivanov, arrêté pour crime contre l'État.
1956-1990. Menottes froides, descente au sous-sol du Lubyanka, où le tic-tac des horloges reprend son cœur infernal. Procès télévisé, 1992, ton visage ridé sur les écrans Ostankino. Confession arrachée, j'étais un rouage, un enfant. Olga témoigne, voix brisée. Il dénonçait même ses rêves. Pavel, absent, a émigré à Brighton Beach, lettre non ouverte. Tapen, 10 ans, mais le cœur lâche en cellule, 1993, infarction sous les néons clignotants. Dernière vision. La nuit de la radio, marteau de la délation, et un knock éternel à la porte du vide. Et toi, Ivan, dans l'au-delà glacé, silence enfin complice, sachant que l'espion le plus grand est le remords, qui chuchote dans chaque flocon de l'histoire effacée. Acte 3. Les échos du dégel. Noir, un vent spectral hurle sur la place rouge, fantômes en capote kaki dansant la valse des purges oubliées. Lumière crue, Ivan, ombre translucide, assis à un bureau spectral du Lubyanka, pile de dossiers jaunis flottant comme des feuilles mortes. La radio grésille, voix d'enfant. Papa, raconte-moi l'histoire du loup qui trahit sa meute. Ivan. Voix rauque, écho infini. Pavel. Mon fils aux yeux d'aluminium. Brighton Beach, tes vagues salées lavent-elles le sel de mes mensonges? Tu vends des pelmenies aux exilés, radio en sourdine diffusant les chœurs de la liberté. Mais la nuit, entends-tu le knock? Toc, toc, toc. Le major qui revient, médaille fondue en plomb. Projection, écran craquelé. Pavel, quarantenaire bedonnant sous le Brooklyn Bridge, ouvre une lettre jaunie, tes archives volées. Photo, Olga fusillée, toi signant l'ordre. Il froisse le papier, murmure « Père, ton silence était la plus grande écoute. » Ivan, se levant, chaînes invisibles. Olga, ma flamme de kolkhoz, tes lèvres goûtant la betterave et la peur. Tu tricotais des écharpes pour les traîtres repentis pendant que je comptais les confessions. Ivanouchka, chuchotais-tu, un jour les loups deviendront agneaux. Mais le loup en moi a dévoré le troupeau. Ton corps dans la fosse commune de Boutovo, anonyme sous la neige vierge. Bruit de tank, 1991 renaît. Eltsine sur le char, foule hurlante. Ivan titube au milieu, spectateur maudit. Miliciens surgissent, menottes, spectrales claquent. Milicien 1, casque luisant. Ivan Petrovitch, tes crimes dansent encore dans les ondes. 1956, le petit voisin, 8 ans, pour un jouet volé. 1972, la poétesse qui rimait contre le parti. Leurs âmes flottent, Ivan. Elles attendent ton jugement final. Ivan, à genoux, suppliant l'ombre, j'étais l'oreille de l'État, le marteau de la vérité. Mais la vérité. Ris amer. C'était un mirage de taïga. Maman, tes chaussettes pour marin, étaient-elles pour moi, le fantôme qui rentrait les mains vides? Vortex de neige. Apparition. Mère édentée tricotant, Olga au peloton, Pavel tournant le dos, enfant Ivan souriant avec sa médaille empoisonnée. Cœur spectral. Traître. Judas, rouage. Ivan, hurlant dans le vide. Remords, espion suprême. Tu infiltrais mes os, transmets mes peurs au parti éternel. Pas de frontières, pas de billets pour l'oubli. Vladivostok, Moscou, l'au-delà, tout un compartiment transsibérien vers le knock final. Lumières s'éteignent une à une, dernier tic-tac. Silence. Radio s'allume. Statique, puis une voix enfantine. Toc, toc, toc! Papa? Rideau. Flocon tombe sur scène, effaçant les traces. Fine.